Alors reprenons le cours de notre cours. Et donc commençons à étudier la notion de désir. Alors on va repartir des questions que je vous avais posées à propos du film. Marcello aime-t-il une personne ou une image? Désirer est-ce idéalisé? Et Marcello Rubini, le personnage ici, joué par Marcello Mastroianni, est-il libre? Donc nous allons procéder par étapes. Donc première question, dans la Dolce Vita, Fellini, dans la Dolce Vita, donc du coup, Marcello aime-t-il une personne ou une image? Alors dans la Dolce Vita, de Fellini, Marcello Rubini tombe sous le charme d'une star américaine et fait en sorte de se retrouver seul avec elle. Donc difficile de dire si le puissant attrait qu'elle exerce sur lui vient de son aura de célébrité ou de ce qu'elle est vraiment. Est-ce que c'est la personne elle-même ou est-ce que c'est l'image qu'il s'en fait? Et c'est toute l'ambiguïté du désir qui est en fait vraiment mise en exergue ici dans ce passage, d'où l'intérêt philosophique de ce passage. Donc, l'ambiguïté du désir, c'est qu'il s'attache, quand on désire, on s'attache à des objets qui sont à la fois recherchés pour eux-mêmes, dans leurs caractéristiques propres. Donc ici, on peut dire la beauté physique qu'elle a, peut-être ce qu'elle dit, sa voix, etc. Et également pour les idées que l'on s'en fait. Donc, tout le fantasme qu'il y a autour, toute l'idéalisation que l'on a. D'où la question qui est posée ensuite, est-ce que désirer, c'est forcément idéaliser? Donc nous pouvons partir d'une définition large du désir qui va être celle-ci. Désirer, c'est se diriger vers un objet auquel on associe de la valeur. C'est-à-dire on est attiré, on va ou on cherche à obtenir quelque chose qui est important, qui est valorisé soit par nous, soit par tout le monde, ou un certain nombre de personnes. Donc, pour répondre à la question de savoir si désirer c'est idéaliser, on doit étudier précisément ce que veut dire du coup cette idée-là générale de ce que serait que désirer, notamment la valeur. La valeur, est-ce qu'elle a quelque chose d'idéalisé? Donc quand on étudie une situation de désir, on doit premièrement identifier la fin qu'a la valeur, c'est-à-dire ce que l'on cherche, quel est l'objectif qui a de l'importance ou de la valeur. Et du coup, à partir de cette fin, on peut aussi identifier les moyens d'y parvenir, le type d'action pour y parvenir. On peut dire ça d'un point de vue subjectif, personnel, à l'égard de nos propres désirs, mais on peut aussi l'observer sur les actions et les comportements des autres également. C'est à la fois quelque chose d'objectif et de subjectif, si vous voulez. Donc ça veut dire que pour n'importe quelle forme de désir, on peut donner une formule globale de ce que serait le désir sous cette forme-là. Là aussi, on va voir que le désir a une forme en quelque sorte déductive. Il est quelque chose que l'on peut formaliser sous la forme argumentative ou avec des prémices et une conclusion. Prémisse 1, je veux atteindre la fin F. Cette prémisse-là, cette première prémisse, c'est l'énoncé d'un objectif désiré ou valorisé. Deuxième prémisse, si je fais A, j'atteindrai la fin F, qui est là ici l'énoncé d'un moyen d'y parvenir, le moyen A. Si je fais A, si je prends le moyen A, j'obtiendrai F. D'accord? A est un moyen de parvenir à F. Donc, il est tout à fait logique de faire A. Conclusion de ce syllogisme ou de ce raisonnement pratique d'action. Vous voyez que par exemple, on peut poser la question pourquoi faites-vous A? Vous pouvez dire c'est pour moi le meilleur moyen pour atteindre mon désir ou ce que je désire. Donc, et vous pouvez le formaliser de façon très claire comme ça. Ce qui permet en fait, quand vous formalisez de cette façon-là, vous pouvez très simplement après évaluer votre action en disant peut-être que A n'était pas le meilleur moyen d'y parvenir. Bon, on fait ça, je veux dire, de façon assez naturelle. Cette forme-là du désir est très implicite dans toutes nos actions. Mais c'est ce qui fait qu'on peut considérer un certain comportement rationnel. Il y a un certain rationalisme où, disons, on prête une certaine rationalité à nos comportements. Ce qui fait que, par exemple, je sais pas, pour atteindre quelque chose, vous faites quelque chose de tout à fait inadéquat,
je sais pas moi, je veux séduire cette fille, si je lui donne une claque devant tout le monde, j'atteindrai mon objectif de la séduire, donc je lui donne une claque. Ceci est tout à fait inadéquat. Ce qui est tout à fait inadéquat, c'est que on ne peut pas obtenir, on n'aura pas, donner une claque n'est pas le meilleur moyen pour obtenir la fin F, c'est-à-dire de la séduire. Vous voyez, clairement, vous comprenez un petit peu la forme, c'est-à-dire on peut du coup mettre en évidence l'irrationalité ou la rationalité, voilà. Là ici il y a rationalité, c'est juste qu'il y a un mauvais moyen, d'accord? Donc dans le cas de mon exemple de la claque. De là, j'ai pas terminé avec les questions 2, de désirer et s'idéaliser. Nous pouvons donc remarquer une structure très particulière au désir. Là on est moins ici dans la logique, mais on va être plus dans le psychologique. Mais on peut remarquer ici une structure psychologique du désir, c'est que ce qui est désiré, en quelque sorte, dans nos actions, dans notre vie, va révéler, va produire une hiérarchie des moyens en vue d'atteindre ce désir. Et donc va donner une certaine forme psychologique d'action qui va être celle-ci. Ce qui est désiré met en évidence des moyens, le hiérarchise, par exemple, il faut d'abord faire le moyen 2 pour ensuite faire le moyen 1, par exemple, et de là, nous donne en quelque sorte un plan d'action. Ok, donc le projet d'une part donne ensuite la possibilité d'agir. On nous donne envie d'agir, nous fait. Ce qui ne veut pas forcément dire que l'action sera une réussite, parce que ce qu'il n'y a pas dans ce schéma, c'est tout l'aspect, on pourrait dire, des circonstances, de la chance que l'on a, que ça réussisse ou pas. Du coup, revenons à la question de l'idéalisation, puisque donc l'idéalisation, la question de l'idéalisation va porter évidemment sur ce qui est désiré. La question que l'on peut tirer de la réponse à la première question, est-ce qu'on aime une personne ou une image, on peut voir ici que la valeur de cette désir ou l'importance qu'elle a, on peut poser la question de savoir si elle est projetée par le sujet qui désire ou si elle appartient à l'objet du désir. C'est-à-dire, est-ce que ce désir est subjectif, projection d'un fantasme, une idéalisation, ou bien est-ce qu'il est objectif, c'est-à-dire est-ce que les caractéristiques propres de l'objet le rendent désirable. Cette question-là est pas simple. Là, vous avez vraiment toute la problématique de la notion de désir. Le désir, est-ce que c'est pour formuler typiquement la question que je vous ai posée à propos du film, est-ce que le désir, c'est la quête d'un objet idéal qui n'existe pas ailleurs que dans notre fantasme? Est-ce que finalement je désire des gens tout simplement pour ce que j'en fantasme, rien de plus? Si c'est le cas, alors ne sommes-nous pas exposés au risque du coup de ne jamais assouvir un seul de nos désirs, puisque finalement ça n'est que dans ma tête. L'assouvir me fait rendre compte que ce n'est pas dans la réalité. Et donc du coup ça serait désirer pour rien, ou désirer pour désirer. Et donc c'est typiquement ce qui se passe dans le film de la Dolce Vita, puisque vous n'avez qu'une sorte de lente mise en scène de quelque chose qui est d'une vie de désir. La Dolce, vie sucrée, une vie de désir, une vie de plaisir. Donc, de là, nous pouvons dire que désirer, ça deviendrait une obsession ou une passion. De la même manière, si on prend dans l'autre sens, si la valeur du désir, si la valeur d'un objet, son importance, est propre à l'objet, alors on doit en conclure que l'objet garde sa valeur, même en l'absence de quiconque pour l'apprécier ou en faire l'expérience. Alors ça, on voit que c'est pas si simple non plus. C'est-à-dire considérer qu'un objet a de la valeur, même s'il n'y a personne pour en juger, ça va poser un certain nombre de problèmes. Bon, ça peut soulever la question, par exemple, quelle utilité, valeur d'utilité, valeur d'usage, comment un tournevis peut avoir encore une valeur d'usage s'il est totalement abandonné dans le sable du Sahara? Il n'en a plus aucune. Alors on peut dire, il suffit de le retrouver, mais dans la mesure où vous le retrouvez, il regagne une valeur d'usage. On peut dire ça aussi. Donc ça veut dire qu'il est utile dans la mesure où quelqu'un peut le retrouver. Mais si personne le retrouve et qu'il s'enfouit à jamais, il est enfoui à jamais dans le sable désert, alors il perd toute utilité. Deuxièmement, une blague, est-ce qu'elle est drôle si personne n'en rit? D'accord? Il y a toujours ce genre de grand débat qui se pose quand
il se joue des questions justement liées à des caricatures pas très drôles ou des blagues qui sont parfois racistes, sexistes, etc. Il se pose la question, est-ce qu'elle est drôle en elle-même ou finalement la blague doit faire rire des gens, et donc si personne en rit, est-ce qu'elle est toujours drôle? Ouais, typiquement, c'est la question. Autre question posée, une photographie, peut-elle être érotique si elle n'excite personne? Même débat, même question. Donc ça veut dire que cette indépendance des valeurs, l'importance de quelque chose en dehors de quiconque, en l'absence de quiconque pour l'apprécier ou en faire l'expérience, est difficile, voire peut-être même impossible à garantir. Donc ça veut dire qu'il est compliqué d'éliminer l'idéalisation du désir, dans le désir. Question 3. Est-ce que Marcello est libre du fait de son désir? Alors, quelle que soit la manière de définir le désir, subjectivement ou objectivement, est-ce qu'on peut considérer que nous sommes libres si nous satisfaisons ce que nous désirons? Alors là, il suffit de décortiquer. Prenons subjectivement, prenons objectivement. Subjectivement, ce qui a de la valeur reposerait sur ce que l'on imaginerait ou fantasmerait. La conséquence, c'est que on serait alors prisonnier de nos illusions. Objectivement, si ce qui a de la valeur repose sur ce que l'objet a comme valeur indépendamment de ce qu'on envisage, alors on est prisonnier de l'objet lui-même et de sa poursuite. Il faut le trouver. Et du coup, il faut trouver le bon, c'est-à-dire celui qui a toutes les caractéristiques qu'il faut. Existe-t-il? Donc, quelle que soit la définition que l'on donne du désir, nous ne devrions pas plutôt donc nous détacher de nos désirs. Et nous arrivons donc là, par cette question-là, à la question qui est posée dans cette sous-partie, hein, faut-il libérer le désir ou se libérer des désirs? Et cette question, c'est celle qui va susciter un débat très important en philosophie morale et en philosophie éthique, et qui a été mis en scène pour la première fois dans un dialogue qui s'appelle le Gorgias entre Calliclès et Socrate. Je reviens pas sur la vie de Socrate, nous y reviendrons, nous en avons déjà parlé. Par contre, dans la prochaine vidéo que je vous propose dans cette chaîne de cours de philosophie pour les élèves, pour mes élèves de philo, nous la verrons donc la prochaine fois.